Mais malgré ces évolutions techniques, la guerre repose toujours sur deux principes fondamentaux qui sont la défensive ou l'offensive. La défensive, ça consiste à se protéger au maximum. Alors individuellement, on a vu que c'était passé obsolète, mais on va faire des camps retranchés, on va faire des places fortes avec un maximum d'obstacles, avec des murs très épais, avec des tas de choses qui vont empêcher l'adversaire d'y arriver. Et chaque commandant de place forte était intimement convaincu qu'à partir du moment où il fixait le lieu de la bataille, puisqu'il était sur sa place, il avait l'avantage sur l'adversaire qui, lui, forcément, évoluerait à découvert. Mais l'histoire nous montre que pratiquement toutes les places fortes sont tombées, soit parce qu'elles ont été prises d'assaut, soit éventuellement ont été victimes d'une traîtrise qui a ouvert un peu une porte dérobée, soit elles sont tombées suite à un siège qui a provoqué une pénurie de toute nature, que ce soit d'armes, de vivres, etc., d'armement, de vivres, etc. Et il a pratiquement toujours été dit que la meilleure façon de se défendre, c'était d'attaquer. Donc l'offensive. L'offensive, en général, elle donne l'avantage, surtout si elle a pu être préparée dans le plus grand secret. A priori, la surprise est toujours un phénomène avantageux. Mais il faut garder à l'esprit que le succès d'une bataille est souvent dû beaucoup plus à une erreur du vaincu qu'à une tactique du vainqueur. Bien évidemment, si les deux sont couplés, la victoire sera plus éclatante et plus rapide. Alors, une autre phase de la guerre, si l'on peut dire, mais pas uniquement, qu'on n'a pas encore abordée, c'est l'espionnage. De tout temps, l'espionnage a eu cours. L'homme a toujours voulu savoir ce que pensait l'autre, ce qu'il avait inventé, ce qu'il avait fait, pas uniquement dans l'ordre militaire, mais forcément dans ce domaine. Alors, l'espionnage, on l'utilise de deux façons. Premier degré, on va chercher le renseignement, on va essayer de connaître, de savoir ce qu'il y a en face. Ou on va dire au second degré, puisqu'on sait qu'on est espionné. L'espionnage, il est partout, il est des deux côtés. Alors on va le faire un peu au second degré, c'est-à-dire qu'on va faire un peu d'intox. Soit on va faire croire à l'autre qu'on est beaucoup plus puissant qu'on l'est en réalité, moyennant quoi ça va calmer ses ardeurs éventuellement. Ou au contraire, à partir du moment où on a une petite idée derrière la tête, on va peut-être minimiser, enfin lui faire croire qu'on est beaucoup moins puissant qu'on l'est en réalité, ce qui fait que ça va peut-être endormir un peu sa méfiance et on pourra mieux l'anéantir. Alors cet espionnage, chacun le faisait, mais jamais au niveau national. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'organisme vraiment à l'échelon d'un pays. C'est Louis XIV qui l'a inventé, ça, au niveau national, avec ce que l'on a appelé le secret du roi. Et bien sûr, ça a perduré jusqu'à nos jours et tous les pays ont des grands services d'espionnage. Ça, c'est cool. Alors, toutes ces inventions modernes n'ont pas quand même changé fondamentalement la guerre, si l'on peut dire. À savoir qu'au début du XXe siècle, au début de la guerre de 14, les piou-piou qui sont partis au mois d'août, la fleur au fusil, étaient persuadés que ça se passerait très vite et qu'à Noël, ils seraient rentrés chez eux. Et les combats à cette époque-là, c'était toujours des assauts, des vagues de fantassins ou de cavaliers qui, hélas, là ça a changé, se sont fait faucher par tous les tirs d'armes individuelles et surtout d'armes automatiques, car il y avait déjà des mitrailleuses, il y en avait des milliers de chaque côté, et puis de l'artillerie, il y en avait également des milliers de chaque côté. Et pour vous donner une idée sur les cadences, eh bien, les mitrailleuses, c'est de l'ordre de 500 coups minute. Les fusils, c'est de l'ordre de 15 coups minute. Et l'artillerie, c'est de l'ordre de 10 à 15 coups minute. Contre auparavant, à peu près à l'époque de Napoléon, 15 coups à l'heure. Moyennant quoi, ces pauvres fantassins ou cavaliers se sont fait laminer.
On estime que, en gros, pendant la guerre de 14, chaque jour, il tombait sur l'ensemble du front environ 2 millions d'obus. Et lors d'une grosse offensive, du genre Verdun, la Marne, bref, la Somme, toutes ces grandes batailles, ces jours-là, sur quelques kilomètres carrés, il tombait également environ 2 millions d'obus. C'est pour ça que ces pauvres gens se sont fait hacher sur place. Alors c'était une véritable boucherie, à savoir que la cavalerie, les cavaliers, ils ont immédiatement remisé leurs chevaux pour ce qu'il en restait à l'écurie, et ils ont fait comme leurs collègues, ils se sont enterrés et ils ont fait les tranchées, et en fait les fronts se sont stabilisés, et le Kronprinz avait dit qu'il voulait anéantir la paysannerie française. Il y est presque arrivé, mais au détriment de la paysannerie allemande, c'était dû à la Pyrrhus. Hein. On a souvent reproché à Napoléon le nombre de morts dans ses batailles. Austerlitz, par exemple, qui n'est pas la plus importante au point de vue nombre de morts, a fait 1290 morts. Eh bien, il faut savoir que la guerre de 14, chaque jour, pour les Français, c'était un Austerlitz. Alors cette guerre, elle a vu des armes nouvelles. Bon, ces armes nouvelles, elles sont surtout dues à l'évolution de l'industrie, hein, qui avait pris son rythme. Or, notamment, il y avait l'aviation qui venait de naître. Des avions, il y en avait des deux côtés. Il y en avait à peu près au début du conflit, il y en avait environ 2000, de part et d'autre. Cette aviation, au début, elle a servi à faire de l'observation au bénéfice de l'artillerie, pour régler les tirs, etc. Et puis, petit à petit, ils ont fait du bombardement. Alors, ils ont commencé, mais alors tout bêtement, à jeter des grosses pierres sur les tranchées, à jeter des grenades sur les tranchées, puis ensuite, on a fait quelques bombes, bref. Et puis, comme des avions, il y en avait des deux côtés, ben, ils se croisaient, ils ont commencé par se tirer dessus, à coups de fusil, etc., puis on les a armés, puis ça a fait du combat aérien. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près 2000 avions au début de la guerre, et il y en avait en gros, sur l'ensemble des fronts aussi, en gros à peu près 2000 à la fin de la guerre. Mais pendant la guerre, il a été construit plus de 200 000 avions par tous les protagonistes. Et il y a eu une autre invention aussi, les blindés. En 1916 a eu lieu, près de Cambrai, la première bataille de blindés. C'était des tanks anglais, énormes monstres de ferraille, qui bougeaient à peine un peu. Le problème, c'est qu'aux environs de Cambrai, c'est quand même, sans faire offense à qui que ce soit, une région assez arrosée, donc ils se sont quasiment tous embourbés, et ils ont quasiment tous été détruits par l'artillerie allemande. Néanmoins, tous les états-majors se sont dit, il y a des idées à retenir, et tous les camps ont continué à faire des blindés. Il y en a qui n'ont pas été modifiés, exemple les Anglais ou autres. Et en France, on a fait plusieurs modèles, mais en 1917, Renault a construit celui qu'on a appelé ensuite le FT-17, un petit char qu'on va dire est l'ancêtre du char moderne, car il a déjà une tourelle, alors que les autres avaient un canon fixe et il fallait bouger le char pour le pointer, alors que là, on avait quand même un canon qui pivotait, gros avantage. Alors quand même, il faut savoir que ce FT-17, construit à plus de 3500 exemplaires entre 17 et la fin de 18, il pesait 6 tonnes 7 et il était ému par un moteur de 35 chevaux. Pour vous donner un titre d'exemple en restant dans la marque, une Twingo qui pèse à peu près 600 kg, elle a un moteur de 60 chevaux. Bon d'accord, elle ne fait pas la même chose. Mais... Et puis il y a eu les grenades, j'en avais déjà parlé un petit peu avant. Or des grenades, il y en avait déjà auparavant. Mais c'était la boule avec la mèche que l'on balançait comme ça. Et là, en l'espace de quelques mois, eh bien, toutes sortes de grenades ont vu leur évolution pour arriver à la grenade à cuillère moderne. Les Allemands avaient une grenade avec un manche qui leur permettait de les jeter plus loin, si l'on peut dire. Alors, il y avait
Par exemple, sur le côté français, les Basques, qui jouaient beaucoup à la pelote basque, étaient sélectionnés et réputés lanceurs de grenades. Hein. Alors les grenadiers partaient avec des musettes pleines de grenades et lançaient jusqu'à plus en pouvoir. Puis il y a eu, en innovation, il y a eu les gaz de combat. Le premier utilisé à Ypres, d'où le nom de hypérite. Hein. Alors très meurtrier, très nocif. Le problème des gaz, c'est qu'on les maîtrise mal. C'est surtout lié à la météo, à un changement de vent. Et c'est aussi nocif pour ces troupes que pour l'adversaire. Du reste, ça a été utilisé pendant toute la guerre de 14, mais ça n'a pas été repris par la suite parce que pas assez facilement maîtrisable. À toi. Alors, dans cette période, jusqu'alors, on va dire, le camouflage n'avait pas cours, pour les raisons que je vous avais citées auparavant. Et puis là, dès le début de la guerre, les soldats français ont demandé à changer d'uniforme. Je vous rappelle qu'ils sont partis au combat avec un pantalon rouge Garance imposé par le lobby des teinturiers provençaux. Et ce changement d'uniforme est intervenu en 1915 avec le bleu horizon bien connu. De même qu'on s'est rendu compte qu'il fallait à nouveau protéger la tête contre tout type de projectiles, qu'ils soient directs, des balles, ou tout ce qui allait retomber dû à l'artillerie, les pierres, les branches, tout ce que l'on peut imaginer. D'où, à nouveau, le port du casque qui s'est généralisé dans tous les côtés aussi. Donc ce camouflage, il a servi d'une part à se dissimuler, parce qu'on a tout de suite compris que pas vu, pas tiré. Mais on a utilisé d'une autre façon aussi, à savoir qu'on a créé des leurres plus ou moins visibles, on va dire, mal camouflés, de façon à ce que l'ennemi puisse les repérer, de façon à détourner les tirs sur des objectifs sans valeur par rapport à des objectifs importants. Alors théoriquement, c'était la der des der, mais hélas, 20 ans plus tard, ça a recommencé. Ça a recommencé avec pratiquement les mêmes moyens qui s'étaient perfectionnés, qui se sont intensifiés, bien sûr, à savoir que les charges de cavalerie de chevaux ont été remplacées par les charges de blindés. L'aviation était plus rapide, elle permettait de porter le combat loin en arrière, ou devant des lignes de front, si l'on peut dire, surtout sur l'arrière de l'ennemi, pour y détruire son potentiel industriel. Mais toutes ces inventions, eh bien, systématiquement, elles trouvaient leur parade et on inventait quasi en même temps un moyen de les détruire. Le radar, il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès le début, donc permettait de suivre les avions et de pouvoir les tirer. Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'importance de l'infanterie sur le terrain. Parce que tous ces moyens modernes, ils vont peut-être permettre de gagner la bataille, mais ensuite pour tenir le terrain, il n'y a que le nombre, l'infanterie qui compte. Et c'est une erreur de certains stratèges, même de nos jours, de penser que les moyens très sophistiqués permettent de remplacer l'infanterie. À mon avis, c'est une erreur. C'est vrai que ces moyens sophistiqués permettent d'économiser la vie de l'infanterie, mais pour, après la bataille, tenir le pays, c'est le nombre des hommes, on ne pourra pas l'éviter. Donc, dans cet embrasement mondial, parce que là, qu'on regarde de l'Asie à l'Amérique, quel que soit le côté que l'on tourne, tout le monde a donné, tous les continents ont participé à cette guerre, même s'ils n'ont pas systématiquement subi les combats, mais avec des moyens que je viens de décrire, mais le principe est resté à peu près pareil. Et puis sur la fin, tout à fait à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, même après la capitulation de l'Allemagne, est intervenu un phénomène, une invention nouvelle, à savoir l'arme atomique. Alors les Américains ont réussi le 16 juillet 1945 la première explosion atomique dans le désert d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. On le reprend. On le reprend. Je reprends oui. tout. Oui. Hein, je reprends tout depuis la fin de la guerre, etc.
La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Je change un cadrage. C'est-à-dire cette Deuxième Guerre mondiale, donc a embrasé voilà, tout ce que j'ai dit. Voilà. Quand tu veux, Pierre. C'est bon? Bon, cette Deuxième Guerre mondiale, avec des moyens beaucoup plus importants, comme je vous dis, a embrasé alors, le monde entier. Tous les continents ont été touchés, ont participé, ils n'ont peut-être pas tous subi véritablement les combats, mais ils ont tous participé de façon plus ou moins importante. Et une arme tout à fait nouvelle est intervenue à la fin, tout à fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même après la capitulation de l'Allemagne, c'est l'arme atomique. Le 16 juillet 1945, les Américains font exploser leur première bombe atomique dans le désert d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. Et tout de suite, ils envoient des bombes atomiques en Extrême-Orient, contre le Japon. Le 6 août 1945, c'est Hiroshima, puis le 9 août 1945, Nagasaki, et les Américains lancent un ultimatum aux Japonais pour la capitulation. Ça met quelques jours, et enfin le 15 août, le Japon capitule et signe la capitulation de l'Allemagne. Est intervenu un phénomène, une invention nouvelle, à savoir l'arme atomique. Alors les Américains ont réussi le 16 juillet 1945 la première explosion atomique dans le désert d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. On le reprend. On le reprend. Respire. Je reprends Oui. tout. Oui. Hein, je reprends tout depuis la fin de la guerre, etc. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Je change un cadrage. C'est-à-dire cette Deuxième Guerre mondiale, donc a embrasé voilà, tout ce que j'ai dit. Voilà. Quand tu veux, Pierre. C'est bon? Bon, cette Deuxième Guerre mondiale, avec des moyens beaucoup plus importants, comme je vous dis, a embrasé alors, le monde entier. Tous les continents ont été touchés, ont participé, ils n'ont peut-être pas tous subi véritablement les combats, mais ils ont tous participé de façon plus ou moins importante. Et une arme tout à fait nouvelle est intervenue à la fin, tout à fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même après la capitulation de l'Allemagne, c'est l'arme atomique. Le 16 juillet 1945, les Américains font exploser leur première bombe atomique dans le désert d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. Et tout de suite, ils envoient des bombes atomiques en Extrême-Orient, contre le Japon. Le 6 août 1945, c'est Hiroshima, puis le 9 août 1945, Nagasaki, et les Américains lancent un ultimatum aux Japonais pour la capitulation. Ça met quelques jours, et enfin le 15 août, le Japon capitule et signe la capitulation le 2 septembre. Mais entre le 9 et le 15, pas de tir. Pourquoi? Eh bien parce que les Américains n'avaient construit que 3 bombes atomiques. Mais ça, les Japonais ne le savaient pas. Et ils craignaient énormément de voir leur pays anéanti petit à petit, bombe après bombe. Donc, à genoux. Une idée nouvelle venait de naître, c'est la dissuasion. Montrer à l'adversaire que l'on possède une puissance énorme, que l'on peut s'en servir, que l'on peut l'anéantir, surtout s'il veut nous attaquer, mais en cachant le nombre, le point de départ, tous les lieux de tir, tout ça, ça doit être resté secret. Et dans ce domaine, le meilleur lanceur, c'est le sous-marin, lanceur d'engin, parce qu'on ne sait jamais où il est, personne ne sait où il se trouve, et à tout moment peut intervenir sur quasiment tout point du globe. C'est bon? Alors je vous ai dit que la dissuasion, il fallait montrer sa force. Donc, on fait des essais. Les pays qui détiennent la bombe, on le sait, parce qu'il y a les essais, tout le monde peut mesurer. Mais on ne sait pas combien ils en ont. Alors au début, on montre donc qu'on a les moyens industriels de le faire, qu'on connaît la technique.
Et puis au début, on assiste à une course effrénée aux mégatonnes entre les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique. Des milliers de têtes de chaque côté. Un petit peu avant la chute du mur de Berlin, ça s'est un peu calmé. Donc il y a aujourd'hui beaucoup moins de têtes nucléaires ou thermonucléaires qui sont stockées de part et d'autre dans le monde. Mais il y a beaucoup plus de pays qui détiennent cette arme. De façon officielle, telle que la France, la Chine, mais également de façon officieuse. Donc comme je ne le sais pas, je ne peux pas vous dire qui. Alors cette dissuasion, elle nous protège d'un grand conflit du type des deux grandes guerres du XXe siècle que je viens de décrire rapidement. Elles vont nous protéger effectivement contre ça, mais elle ne nous protégera pas contre des petits conflits régionaux ou même interpays que l'on voit continuellement de par le monde. Il y a toujours des points chauds parce qu'il y a toujours des intérêts économiques, stratégiques ou religieux, sachant que les derniers, bien souvent, couvrent des intérêts stratégiques ou économiques. Donc, on doit conserver de l'armement conventionnel pour se protéger de tel type d'agression. Alors en conclusion, je vous dirai simplement que je vais citer la devise de César, « Si vis pacem, para bellum » (« Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Eh ben Pierre Racinier à Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, tu nous as fait l'amabilité de venir nous parler aujourd'hui de cet art de la guerre, de cet art qui a évolué vers la dissuasion entre autres, et qui est encore un art actuel, entre guillemets, et on t'en remercie beaucoup Pierre. Et maintenant tu as droit à nos remerciements et aussi une carte blanche. Mais écoutez, comme je l'avais dit en préambule, je sais que c'est un sujet très austère. J'espère au moins ne pas avoir été trop lassant.